Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans ce webinaire sur les tendances en matière d'apprentissage et de développement. C'est un sujet d'actualité alors que la guerre des talents sur le marché du travail fait rage à nouveau et que les entreprises ont du mal à pourvoir leurs postes vacants. La formation en entreprise est un moyen de pouvoir mettre les bonnes personnes au bon endroit et d'autre part, lorsqu'on est en concurrence pour les talents, la rétention des employés devient de plus en plus important et là aussi, l'apprentissage et le développement peuvent former un atout. Quelles sont les tendances en matière de L&D et quel a été l'impact de la pandémie du coronavirus? Une enquête à grande échelle a été menée dans le secteur et dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats. Voici les deux invités que j'ai dans ce studio. C'est d'une part Véronique Bertrand d'Epsilon et Paul Verschuren de Federgon. Bienvenue à vous deux. Véronique, vous êtes un des partenaires de cette étude. Comment avez-vous procédé exactement? Nous, on a surtout relayé l'enquête lancée par Stimul Learning pour connaître les tendances en matière de learning and development cette année. Donc, on espère, surtout pour la partie francophone, pour que les entreprises francophones répondent au questionnaire et qu'on puisse disposer de résultats et faire un benchmarking sur toute la Belgique, ainsi qu'avec les Pays-Bas, puisque Develop était également partenaire de l'enquête. Et ça fait plusieurs années d'ailleurs que nous participons à relayer l'enquête. C'est quoi exactement le but de cette enquête? C'est de voir comment est vécu et est projeté aussi le learning and development, tant dans les organisations que par les prestataires. Donc on prend la température du secteur, de l'activité learning and development dans les organisations. Pour vous représenter Federgon, l'organisation sectorielle des prestataires de services RH, pourquoi cette étude est-elle pertinente pour vous? Oui, donc Federgon représente à peu près 600 membres qui sont actifs dans tous les domaines des ressources humaines. Et parmi ces membres, il y a un groupe important de 130 membres qui sont exclusivement actifs dans le domaine du learning et development. Pour tous les membres de Federgon, le L&D, Learning and Development, est un outil indispensable pour faire face aux défis sur notre marché de l'emploi, tant au niveau de l'individu, des entreprises, en fait du marché de l'emploi dans sa totalité. Donc pour nous, le L&D, c'est un peu l'huile dans le moteur de notre marché de l'emploi. Chers téléspectateurs, nous allons parcourir les conclusions de cette étude une par une dans ce webinaire. Je vais poser des questions, demander des commentaires de Véronique et Paul. Mais vous aussi, vous pouvez poser des questions à nos experts. Ça peut se faire facilement via le chat situé à côté de l'écran vidéo. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Véronique, chaque crise offre des opportunités. Comment les professionnels du Learning and Development ont-ils réagi à la crise du Covid-19? Bien, l'enquête a montré qu'une large majorité des entreprises et des prestataires ont finalement considéré cette crise comme une opportunité. Ils sont rapidement adaptés avec agilité. Donc, même une très grosse majorité, puisque c'est entre 95% et 91% des professionnels L&D en sont sortis renforcés. Donc ça, c'est très positif. Ils se sont aussi assez rapidement adaptés, puisque dès décembre 2020, la majorité était en accord, si on peut dire comme ça, ou en tout cas s'était adapté à la situation sanitaire. Ce constat était-il le même au début du pandémie? Pas vraiment, parce que d'abord, ça a été un gros choc. Donc, les prestataires ont dû encaisser pas mal les annulations, les reports. Donc, c'était une vision assez pessimiste et tout à fait incertaine de leur avenir. Et beaucoup, d'ailleurs 46% à l'époque, puisque nous avions mené une enquête avec Stimul Learning VOV, donc 46% des prestataires voyaient un avenir pas très rose du tout. Ouais. Ça, c'est vraiment des chiffres qui ressortent de l'étude. Voilà. Par contre, les entreprises, à l'époque, elles étaient déjà en phase en se disant OK, on va mettre à profit la crise et la transformer en opportunité. Oui, donc finalement, qu'a apporté cette crise?
Ce qu'elle a apporté, c'est surtout la transformation numérique de l'activité et à une accélération suprême, j'utilise ce mot-là, puisque en 7 mois a été réalisé ce qui aurait dû se réaliser en 7 ans. Donc 7 mois, 7 ans, c'est beaucoup, et c'est aussi une réalité d'ailleurs qui est valable pour d'autres secteurs de l'économie. L'enquête aussi montre qu'il y a une grosse évolution, une évolution importante, en fait un réel bond dans le développement des compétences en technologie LND et aussi dans les possibilités. Donc je crois, si j'ai bon souvenir, qu'il y a un bond de plus de 20% dans les possibilités et les compétences, qui est très positif finalement vis-à-vis avec la crise. Sur le sujet de la transformation digitale, nous avons demandé à John May, qui est un administrateur du community néerlandais Develop, quelles évolutions qu'il a vues pendant la crise. De virtual classrooms hebben een enorme vlucht genomen in de coronapandemie. Daar waar het een aantal jaren geleden nog heel moeizaam was om organisaties en medewerkers te overtuigen van ja, dit kan echt virtueel, dit kan echt via webcam, dit kan echt in een blended vorm, is het nu geen vraag meer geworden. Men gebruikt virtuele technieken om met elkaar te vergaderen, men gebruikt virtuele technieken om opleidingen te distribueren. Maar dat is eigenlijk het omzetten van een klassikale opleiding in een virtuele variant. Daar is didactisch niet zo gek veel gebeurd. De uitdaging gaat komen daar om daar een didactisch goed verhaal van te maken wat virtueel ook werkt. En dat betekent dus een compleet redesign van je opleiding. Het tweede deel van de uitdaging zit hem in het organiseren van leren. Met de nieuwe platforms die er aan gaan komen, de experience platforms, zal je leren op een andere manier moeten gaan organiseren. Daar waar leren met learning management heel erg centraal uitgeleid wordt vanuit de organisatie. We hebben 1 L&D-afdeling die bepaalt het aanbod en je kan je daarop inschrijven. Zie je met experience platforms een gedistribueerd aanbod. De L&D-organisatie van de toekomst is meer decentraal georganiseerd. Kennis zit overal in de organisatie. En dat betekent dat ze een iets andere rol gaan krijgen. Ze moeten zich anders gaan organiseren. En ze worden veel meer de facilitator van leren dan de organisator van leren. Véronique, John parle de la facilité avec laquelle LED s'est adaptée à la crise, mais bien évidemment, il y a aussi des défis. Qu'offre par exemple l'utilisation des technologies? Quels sont les avantages? Eh bien, maintenant, avec les technologies numériques, on peut individualiser les trajets d'apprentissage. Du coup, on va gagner en efficacité, en temps. C'est intéressant. De plus, l'offre se développe et se diversifie, donc on peut toucher plus de personnes, un public plus varié également. Ça permet, c'est aussi un outil d'analyse, même si dans l'enquête, l'importance de l'outil d'analyse n'apparaît pas en tout premier, comme dans les années précédentes, mais cela reste un avantage de la technologie. Quel est le type d'outil numérique qui est utilisé majoritairement par les professionnels LED? Les deux types d'outils majoritairement qu'on retrouve dans les entreprises sont le LMS, le Learning Management System, ou le LCMS, donc la gestion de contenu, et ensuite les logiciels de webinaire, de classes virtuelles, ainsi que les outils auteurs qui permettent de créer des contenus en ligne. Et si on regarde les résultats de l'enquête de juin, quels autres outils adopteront-ils au futur? On voit que les plateformes d'expérience d'apprentissage progressent et qu'elles vont certainement devenir un outil phare, et tandis que du côté des prestataires, le micro-learning a la cote, et on voit aussi qu'ils s'intéressent à l'intelligence artificielle et au chatbot. Par contre, ces chiffres-là, dans les entreprises, ne décollent pas encore, ça reste dans le bas de la liste. Question importante qu'on peut se poser, le présentiel, est-ce que cela va disparaître? Non, pas du tout. Au contraire, même les responsables sont assez optimistes pour le revoir revenir. D'ailleurs, il est attendu parce que la dimension sociale de la formation est importante. C'est aussi un facteur de développement, un facteur pédagogique. Le lien social dans la classe est incontournable aussi. Et d'ailleurs, il est aussi privilégié par les travailleurs.
J'ai une question de l'un de nos téléspectateurs et ça tombe bien parce que c'est une question qu'on allait parcourir de toute façon. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se demandent un budget idéal pour investir dans le LED. C'est quoi? Vous avez des chiffres de l'enquête? Idéal, je ne peux pas dire, mais ce qu'on peut dire, enfin ce qui ressort de l'enquête, c'est que le budget médian par personne consacré au développement a augmenté ici en 2021 par rapport à 2017. Maintenant, il est consacré entre 750 et 1500 euros. Oui. Là, je pense qu'on voit les chiffres de 2017. Oui. Et donc, si on regarde les chiffres de 2021, c'est quoi la conclusion? En fait, que la majorité, justement, consacre un budget plus important. Donc 2017, ça tournait autour de, en dessous de 750 euros, et maintenant on est passé au-dessus des 750 et on approche donc en moyenne les 1000 euros par personne. En notant, bien sûr, quand on voit le petit graphique, qu'il y a quand même un tiers des répondants qui n'ont pas renseigné de budget, soit qu'ils ne le savent pas ou je ne sais pas, ou qui n'en ont pas, tout simplement. On peut parler aussi des ressources du LLD. Oui, parce que j'imagine que pas tout est mesurable dans un budget. Voilà, il n'y a pas que des sous tels quels qui tombent dans l'escarcelle du Learning and Development. Donc, la formation utilise aussi toutes les ressources en interne, fait appel aux collaborateurs internes, fait aussi appel à des subventions, aux fonds sectoriels et parfois le budget aussi des autres départements. Voilà. Voilà, oui. Paul, la technologie, c'est un outil important, tout le monde en est convaincu, mais les employés de l'entreprise doivent également être motivés pour se former et continuer à se former tout au long de leur carrière. L'état d'esprit est crucial, n'est-ce pas? L'état d'esprit est très crucial et on sait tous que le taux de participation à la formation dans notre pays est assez bas. Donc, on doit faire tout pour stimuler, pour renforcer la participation à la formation. Alors la question c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Donc il faut d'abord créer un sentiment d'urgence. Les entreprises, les individus doivent savoir que le marché de l'emploi est en constant changement, donc il faut s'adapter de façon permanente. Il faut donc sensibiliser à tous les niveaux dans la société avec le seul objectif de stimuler la motivation intrinsèque des gens à participer à cette formation. Donc la motivation intrinsèque, c'est la clé majeure pour installer cette vraie culture d'apprentissage tout au long de la vie. Et comment les organisations peuvent-elles contribuer à améliorer la participation à la formation? Donc, dans la recherche, dans le rapport, on a essayé de dessiner un peu l'image de tout ce qui fonctionne et de tout ce qui ne fonctionne pas. Commençons d'abord avec ce qui fonctionne selon les professionnels du LND. Et donc, en première place, c'est le fait de devoir stimuler l'état d'esprit de développement, donc le growth mindset en anglais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que chaque personne a une marge de croissance et de développement. C'est juste une question d'y croire et de prendre des initiatives. Ça, c'est l'essentiel. 2, il faut veiller à ce que chaque trajet d'apprentissage inclut également un volet suivi et évaluation. Et troisième point, et enfin on en parle et peut-être on verra peut-être la naissance du compte individuel de formation et de carrière tantôt. Pourquoi c'est tellement important? Parce que ça donne l'occasion à l'individu de prendre la régie de sa carrière dans ses mains, de mieux gérer ses compétences et sa carrière. Et quelles sont les choses qui ne marchent pas? Tout clairement, imposer à un individu de suivre X jours de formation par année, ça a très peu d'efficacité. Pour stimuler la participation à la formation au sein des entreprises, le simple fait de mesurer le return on investment apporte très peu. C'est un peu surprenant, mais c'est ce que les professionnels nous disent. Et 2, le coaching de carrière pour stimuler la participation au sein de l'entreprise n'a pas beaucoup d'effet.
ça ne veut pas dire que ces deux éléments, que ces deux points ne sont pas importants dans un autre contexte, hein, pour des autres objectifs, pour atteindre d'autres objectifs. Oui, en fait, la question, c'est de savoir comment créer la bonne ambiance, la bonne culture dans une organisation pour que l'apprentissage continu devienne une évidence. Eh bien, nous avons demandé au expert britannique Nigel Payne comment on peut faire cela. Universally, in most organizations, there are lots and lots of individuals doing a lot of learning. But that, to me, is a culture of learning. A learning culture is all about the connections between individuals. So I make maybe a crazy statement, but in a learning culture, the learning happens in the spaces between individuals. And what I mean by that is that rather like a brain, rather like our brain, an organizational brain is based on the number of connections. The more connections, the more intelligent the organization. So I think that's a mindset change for many organizations to facilitate social learning, peer group learning, sharing in order to focus on problems. So it's not a top-down model at all. It's more a horizontal communication across an organization. So the first thing you've got to do is establish trust. You've got to have autonomy. You're not going to work on problems, admit mistakes, gather together if you have no autonomy. And it's about empowerment, the feeling that what you do, you can be noticed, and what you do has some kind of credibility in the organization as a whole. And then you need a leadership that embodies those three, that builds trust, creates autonomy, and so on. When you've built all of that, the learning begins to take care of itself, almost in a force of its own, or the way you build the organization puts brakes on continuously. So my view is that if you want a learning organization, get the conditions right first, then the learning will take care of itself, more or less. Oui, pour les organisations et les dirigeants, ils doivent créer les bonnes conditions pour installer une culture apprenante, a learning culture, mais je suppose que cela nécessite également un investissement suffisant dans la R&D. Absolument. Et soyons clairs, on ne peut pas faire assez pour augmenter la participation à la formation tout au long de la vie. On connaît les chiffres, les chiffres sont clairs, il y a un investissement à faire. Deux, je pense qu'il est important aussi à souligner que si on parle d'une responsabilité partagée des individus, des gouvernements, des organisations. Mais il faut également souligner et accentuer que les entreprises jouent aussi un rôle important, déjà un rôle important en tant qu'initiateurs et en tant que financiers pour les formations professionnelles au sein de leurs entreprises. Et on connaît les chiffres de la dernière enquête sur la formation professionnelle continue, l'enquête CVTS, et cette enquête nous a appris que à peu près 2,4% de la masse salariale des entreprises est consacrée à la formation des collaborateurs, ce qui n'est pas mauvais. Donc, avec ce chiffre, on ne se trouve pas dans, je dis, le bas du classement. Donc, c'est un effort assez considérable et c'est important. Que peuvent faire les organisations pour accroître l'envie d'apprentissage? Oui. Donc, en parlant de cette culture d'apprentissage ou d'apprendre, c'est un mot assez... Culture apprenante. Apprenante, voilà. Bah, selon nous et selon les répondants dans l'enquête, il y a 3 conditions pour renforcer cette culture dans les organisations. Environ 7 sur 10 nous répondent que stimuler l'état d'esprit de développement chez les collaborateurs est essentiel. Donc, un employeur, un manager, un supérieur hiérarchique ou devrait avoir l'objectif de stimuler ses collaborateurs et de leur pousser vers le développement personnel. C'est crucial. Une deuxième condition, c'est qu'il faut ancrer la politique L&D dans le fonctionnement de l'individu au sein de l'organisation.
Et ce n'est pas du tout facile parce qu'à plus long terme, LND doit aussi contribuer et donner une perspective à des carrières durables. Nous savons tous que nous devrons travailler jusqu'à 67 ans, donc c'est assez long. Mais à court terme, il y a bien sûr aussi les objectifs des entreprises, d'organisations, des employeurs. Et bon, bien sûr, les collaborateurs doivent fonctionner de manière optimale et évoluer dans ces organisations. Donc, en d'autres termes, l'apprentissage et le développement doivent lier subtilement les attentes de carrière des individus avec les objectifs organisationnels. Cela demande aussi un changement d'esprit des entreprises? Ils voient le learning and development peut-être trop comme un coût et pas comme un investissement? Oui, et c'est un peu la troisième recommandation qui ressort de cette étude. Si on traite les dépenses en LND plutôt comme un investissement qu'on peut amortir et répartir sur plusieurs années, ça va avoir un effet important. Mais aussi, non seulement d'un point de vue comptabilité, aussi d'un point de vue état d'esprit, parce que considérer et traiter les dépenses en LND comme un investissement peut les placer davantage dans un contexte de performance et plutôt comme une source de rendement futur. Donc, investissement au lieu de coût. Les organisations, bien évidemment, ne sont pas les seules à avoir une responsabilité en matière de L&D. Les autorités détiennent quand même un élément clé aussi. Tout à fait, tout à fait. Les investissements en enseignement et éducation sont assez massifs en Belgique. Donc, le rôle du gouvernement, c'est clair, par l'enseignement initial, éducation des adultes, université, collège, on connaît tout. Deuxième rôle du gouvernement aujourd'hui, c'est le fait qu'ils organisent pas mal de formations professionnelles via leurs agences, Bruxelles Formation, Forum, Actiris, IFAPME et les autres. Et troisièmement, le gouvernement ou les gouvernements peuvent jouer un rôle en stimulant la demande de formation, par exemple via le chèque de formation, via le congé d'éducation payé. Mais ce qui est clair dans notre pays, c'est que, contrairement à ce qu'on observe dans différents autres pays, c'est que le rôle des gouvernements et de leurs agences est assez dominant dans tout ce qui est formation. Et quand on regarde la répartition du budget total pour la formation professionnelle en Flandre, on a fait l'exercice, seulement 6% des moyens sont dédiés à des instruments qui répondent à la demande, demand-driven, tandis que presque 90 ou même un tout petit peu plus que 90% est vraiment utilisé à organiser des formations. La seule chose, c'est que sur ce montant assez important, on ne sait pas nous exprimer sur l'efficacité. Quel est le nombre de personnes qui ont suivi les cours, avec quels résultats sur leur carrière professionnelle, avec quel impact sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est quelque chose qui, à notre avis, est un tout petit peu dommage. Quelles sont donc vos attentes envers les institutions publiques? Ce que les professionnels LND nous ont appris dans le domaine de l'enseignement, tout d'abord aussi favoriser cette culture d'apprentissage tout au long de la vie via ou déjà dans l'enseignement. Et on constate aujourd'hui qu'apprendre à apprendre aujourd'hui n'est pas du tout une base de compétences ou une compétence de base. C'est dommage. Et deux, l'obtention d'un diplôme n'est pas la fin de son développement professionnel, mais seulement le début d'un développement continu. Deuxièmement, en ce qui concerne les compétences de demain et peut-être d'après-demain, il est nécessaire de convertir plus rapidement ces demandes de nouvelles compétences dans les plans et les programmes d'enseignement. Ça, c'est ce qui concerne l'enseignement. En matière de formation continue,
on voit en fait trois rôles pour le gouvernement: faciliter, stimuler et réguler. Faciliter, ça concerne les données, le big data. On a aujourd'hui tant de données, tant d'informations qui permettent en fait de donner des connaissances qu'on n'a jamais connues, des connaissances sur les compétences et les qualifications de demain, les parcours de carrière, l'évolution sur le marché de l'emploi, des emplois et tout ça. Deux, le gouvernement devrait aussi plus contribuer au développement de carrière, par exemple en mettant à disposition des individus des outils, des instruments qui permettent de faire un check de leurs compétences. Ainsi, ils peuvent prendre un départ avec le développement des compétences qu'ils n'ont pas ou d'en acquérir des nouveaux. Stimuler plus la demande que l'offre, parce que nous pensons que la rapidité avec laquelle le marché de l'emploi et les demandes sur le marché de l'emploi évoluent, on a besoin d'une réaction plus rapide sur ces évolutions-là. Et en plus, soutenir toutes les formes d'apprentissage. Et on a vu dans cette crise que les formes d'apprentissage deviennent de plus en plus diverses, notamment tout ce qui est l'apprentissage sur le lieu de travail, social learning et tout ça. Donc, faciliter, beaucoup de travail à faire. Deux, stimuler. Comme Véronique a dit, on a été surpris par la rapidité que les entrepreneurs en LND se sont adaptés à cette crise, à cette pandémie. Et nous pensons que stimuler cette innovation dans le secteur est un point très important. Co-création, partager l'infrastructure est une autre possibilité. Stimuler une approche transversale, ça veut dire que on ne doit pas se limiter aux frontières des secteurs, mais le marché de l'emploi, c'est plus que l'ensemble des secteurs. Et trois, réguler, et ça c'est très important aussi. Pour nous, il faut un droit du travail qui est plus favorable à l'activation. Donc aujourd'hui, on a les droits qui sont plutôt liés à la relation travail individuelle, mais nous pensons que ce serait intéressant et important, nécessaire même, de les transférer ou de faire en sorte que ces relations ou ces droits peuvent être transférables à travers des emplois, des secteurs, des entreprises tout au long de la carrière. Beaucoup d'attentes envers les institutions publiques. Dans ce sens, qu'est-ce qu'elles ne devaient plus faire? C'est une réponse très courte, mais très claire. Ce que nous avons appris, c'est que 7 sur 10 des répondants n'attendent pas du tout à ce que les pouvoirs publics développent ou entretiennent eux-mêmes une offre en LND. Très clair. Véronique, nous nous sommes concentrés sur le rôle des institutions publiques, mais j'imagine qu'il y a également du travail pour les professionnels en LED. Que prévoient-ils pour les 18-24 mois à venir? Quelles sont leurs prochaines priorités? Leur prochaine priorité pour l'avenir, pour le futur proche, bien sûr, c'est de toujours mieux intégrer le learning and development dans la stratégie de l'entreprise. Ensuite, c'est de stimuler leurs collaborateurs dans une perspective d'employabilité et d'apprentissage tout au long de la vie. Donc c'est en ligne directe avec ce que Paul disait, ce qui peut d'ailleurs valoriser l'engagement du travailleur et favoriser aussi la rétention des talents. Bien sûr, l'adoption, le développement de l'utilisation des technologies numériques en LND est toujours à l'ordre du jour et va encore le rester durablement. Il y a la mise à jour du portefeuille de formation existant. Et alors, côté prestataire, eux souhaitent améliorer leur productivité et la qualité de leur offre. Ils souhaitent aussi proposer des possibilités d'apprentissage indépendantes du temps et du lieu. Donc, ce qui est aussi en lien avec cet esprit d'apprenance
tout le temps, tout au long de la vie et où que ce soit. Était-ce différent aux réponses à l'enquête 2019? Pas vraiment, finalement, c'est tout à fait en cohérence. En 2019, les répondants souhaitaient une meilleure adéquation entre le LND et les besoins de l'organisation, donc ce qui est tout à fait en lien avec la stratégie. Ils souhaitaient aussi une meilleure adaptation avec les besoins du personnel, ce qui est tout à fait alors en lien avec l'employabilité, et aussi l'amélioration du rendement des formations. Donc, bien sûr, le transfert des apprentissages reste important, un enjeu primordial, et d'autant plus que c'est aussi un argument concurrentiel pour les prestataires. Pour Leclerc, l'agenda des acteurs de la formation est chargé. Il le restera probablement car la pénurie de main-d'œuvre est de retour. Quels sont les défis à relever aujourd'hui? Il y en a certainement beaucoup. On sait que le taux de vacances d'emploi, qui est un indicateur pour les pénuries sur le marché de l'emploi, est historiquement élevé. 4,2%, ça veut dire que on ne trouve pas de candidats pour 4,2% d'emploi. Donc ça a un impact négatif sur notre croissance, sur notre économie, ce n'est pas du tout bon. 2, le ratio tension qui exprime le nombre de demandeurs d'emploi par poste vacant ne cesse pas de diminuer. Donc il est aussi historiquement bas. Et à cela s'ajoute encore le défi à plus long terme, 2030, selon les chiffres du World Economic Forum. On sait que vers 2030, à peu près 1 milliard de personnes, de travailleurs, doivent être requalifiés dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a un défi énorme. Et ça veut dire que de toute façon, tout ce qui est talent, tout ce qui est pénurie, est une préoccupation importante aujourd'hui de toute organisation, de chaque entreprise. Mais ça veut aussi dire que Learning and Development, aujourd'hui, est plus que jamais à l'ordre du jour en tant que dossier stratégique pour chaque organisation. Donc, ce que nous remarquons aussi, c'est que les rôles, et il y en a beaucoup, du L&D Professional, deviennent de plus en plus importants, mais quand même, on observe une sorte de glissement progressif des rôles qui sont plutôt transactionnels vers des rôles plus tactiques et stratégiques. En effet, le rôle des responsables en L&D évolue. Et quels sont les défis auxquels ils sont confrontés? Nous l'avons demandé à Yannick Grafnel, qui est le responsable du Hub EdTech Grand Ouest en France. On a maintenant une véritable transformation des métiers des formateurs d'un côté, des responsables formation qui étaient des gestionnaires de formation vers d'autres fonctions. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, c'est au niveau des formateurs, ceux qui travaillaient sur du présentiel et qui aujourd'hui ont cette possibilité d'aller évoluer dans leur carrière, d'aller maintenant prendre leur rôle et leur place de concepteurs de ressources qui vont pouvoir s'approprier les outils auteurs, s'approprier tous les éléments des dispositifs à la fois de conception et de production des contenus. Deuxième évolution très forte, c'est que tous ces dispositifs de formation, on le sait, ne fonctionnent réellement que s'il y a de l'accompagnement. Évoluer vers un rôle de mentor, c'est prendre la place et le rôle de celui qui va avoir la responsabilité d'amener le maximum d'apprenants jusqu'au bout de leur parcours de formation. Et ça, c'est un métier totalement nouveau, qui va bien au-delà de simplement le métier d'être un animateur de communauté ou un animateur de forum. C'est vraiment celui qui va aller de toutes les manières, par du WhatsApp, par de la visio, par tous les éléments de call possibles, prendre soin de l'accompagnement et du parcours de chaque apprenant. Paul, zoomons sur les nouveaux rôles des responsables en L&D. Quels sont ces rôles de l'avenir? Oui.
On a eu un peu d'aide de l'Université d'Anvers qui a défini 10 rôles pour le L&D professionnel. Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, on a 4 qui deviennent de plus en plus importants. Et c'est d'abord le facilitateur d'apprentissage, le visionnaire, le supporter et le gestionnaire de talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le facilitateur d'apprentissage offre surtout et essentiellement un soutien en L&D pour intégrer l'apprentissage sur le lieu de travail. 2, le visionnaire définit les politiques et la vision en matière de L&D au sein des entreprises. Le supporteur conseille, coach les managers ou les supérieurs hiérarchiques sur le développement nécessaire de leurs collaborateurs. Et enfin, il y a le talent manager qui élabore, met en œuvre et aussi promeut une stratégie de gestion de talent. La gestion des talents va devenir un élément crucial. La technologie sera fondamentale à cet égard, mais en tant que responsable L&D, comment choisir la solution d'apprentissage la plus appropriée? Ce n'est pas si difficile. Selon les répondants, ce que nous avons appris, c'est que c'est surtout, premier lieu, le contenu de la formation qui pèse le plus lourd dans ce processus, et aussi la possibilité de personnalisation, donc travailler sur mesure. 2, bon, évidemment, le prix, le budget et peut-être encore plus les remises sur ces prix sont importants. Et pour les départements R&D au sein des entreprises, l'adéquation avec la culture d'entreprise est aussi un critère important ou dans ce processus d'achat. Mais intéressant à savoir, c'est aussi que tout ce qui concerne les certificats ou les labels de qualité joue aucun rôle dans ce processus d'achat de formation. C'était quand même surprenant, mais très clair. Oui. Le L&D devient de plus en plus mature. Plus tôt dans le webinaire, Nigel Payne il a souligné la différence entre, d'une part, a culture of learning et d'autre part, une learning culture, une culture apprenante. Ben, où en sommes-nous dans nos entreprises? Il y a du chemin parcouru, c'est clair, et il y a certainement cette tendance vers une plus grande contribution de l'apprentissage et le développement au sein de l'organisation. Donc, le L&D a certainement gagné en maturité dans ce domaine, ça c'est clair. Pour être plus concret, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a dépassé la phase ad hoc, ça veut dire la phase où un collaborateur suit une formation, point. Donc, pas de responsable L&D, pas de lien avec une stratégie, seulement l'achat d'une formation à la demande d'une personne. Pourtant, 1 sur 5, donc à peu près 20% des répondants estiment qu'aujourd'hui, nous trouvons dans la phase plutôt quantitative avec L&D. Ça veut dire qu'il y a en effet un responsable L&D au sein de l'entreprise qui s'assure que les collaborateurs sont formés, c'est important, mais sans qu'il y ait un lien assez direct et fort avec les objectifs et la stratégie de l'organisation. Et en troisième place, et là on trouve le plus grand nombre d'entreprises, à peu près 4 sur 10, se trouve dans cette phase qu'on pourrait appeler qualitative. Et ça veut dire que dans cette phase, l'effet de la formation et la relation avec l'objectif de l'organisation est assez important. Mais c'est toujours et surtout la contribution à la qualité actuelle des biens et services délivrés par cette organisation qui est considérée comme le point décisif en ce qui concerne L&D.
Le passage vers, je dirais, des nouvelles phases de maturité, notamment vers l'apprentissage stratégique ou vers l'organisation apprenante, est en cours, mais certainement aujourd'hui dans une minorité d'entreprises. Là, il y a encore du chemin à parcourir. Une bonne évolution. Véronique, nous sommes presque à la fin de notre webinaire. Quelles sont, selon vous, les conclusions à retenir? Bien, moi j'ai retenu 5 points. On pourrait en ajouter si vous le souhaitez. Donc tout d'abord, que le secteur L&D a fait preuve d'agilité et s'est rapidement adapté à la transformation accélérée de la société, que le tournant du numérique est acquis durablement, que la personnalisation des parcours est un atout pour l'engagement des apprenants. Et en plus du développement des compétences technologiques, il faut stimuler une culture apprenante de l'organisation, voire de la société. Un enjeu pour les pouvoirs publics. Absolument. Et alors, le dernier point que je retiens, c'est que l'apprentissage social pourrait être mieux valorisé, parce qu'apprendre de ses pairs est une réelle clé d'évolution. On l'a vu avec la crise. Je peux m'imaginer que certains participants aimeraient encore approfondir le sujet. Où est-ce qu'ils peuvent trouver plus d'informations? Alors, bien, les membres d'Epsilon et de Stimul Learning recevront le rapport d'enquête. Ils peuvent aussi nous le demander. Ou alors, ils peuvent aussi nous demander la fiche qui reprend le résumé des 8 conclusions clés de l'enquête également. S'ils le souhaitent, ils peuvent aussi me contacter. On peut en discuter. Et nous pouvons également en discuter en petits groupes lors de l'EPSIDE le 2 décembre à Liège. Voilà. Mais comme c'est la fin aussi, je vais en profiter pour remercier d'abord Christophe de Stimul Learning de nous avoir choisi comme partenaire de l'enquête, Fédergon aussi pour l'accueil et toute la réalisation de ceci, bien sûr Lynn et Jana et toute l'équipe technique, Bjorn aussi pour avoir mené ça de main de maître. Et voilà, alors c'est surtout aussi remercier les personnes qui nous regardent, qui participent et qui chattent, je l'espère, et qu'on vous verra bientôt lors d'une activité Epsilon, et surtout qu'on vous verra participer à l'enquête de 2022. Elle sera lancée au mois de juin, c'est important, et vous pouvez aussi la répercuter dans vos réseaux. Voilà, merci. Merci Véronique, merci Paul pour vos explications. Et quant à vous, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne continuation et à très bientôt.